Quand on pense à une guerre moderne comme celle en Ukraine, on imagine souvent les lignes de front. Mais en réalité, les conséquences se propagent bien au-delà, comme des ondes de choc. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces ondes pour voir comment un seul conflit peut finir par redessiner des stratégies nationales, provoquer des crises humanitaires gigantesques et même, vous allez le voir, transformer complètement le champ de bataille numérique mondial. Mais bon, avant de parler chiffres, avant de parler stratégie, il faut se rappeler de ça, de l'échelle humaine de la crise. Parce que derrière chaque statistique qu'on va aborder, il y a cette réalité. Une dévastation qui force le monde entier à réagir. Et comment on met un chiffre sur une telle destruction? Eh bien, en voilà un qui donne le vertige. 500 milliards d'euros. C'est l'estimation du coût de la reconstruction de l'Ukraine sur 10 ans. C'est juste colossal. Ça donne une idée de l'effort financier et matériel qui est nécessaire juste pour tout remettre en état. Alors, face à une situation pareille, ça déclenche ce que j'appelle la première onde de choc, la réponse des États. Les gouvernements, les institutions financières, tout le monde est obligé d'agir, et d'agir vite. Si on prend l'exemple de la France, c'est assez parlant. Il ne s'agit pas juste d'envoyer un chèque, non. C'est une approche beaucoup plus complète. On définit un plan économique, on mobilise les alliés, on crée des outils financiers sur mesure et on essaye même de créer des liens directs entre les entreprises françaises et ukrainiennes. C'est une vraie architecture de soutien qui se met en place. Et cette stratégie, elle se traduit par des actions très concrètes. On la voit ici, cette fameuse boîte à outils financière. 200 millions d'euros pour ce qui est vital, comme l'énergie, 400 millions en prêts pour que les villes ukrainiennes puissent continuer à fonctionner au jour le jour, et 50 millions en dons. Chaque euro a vraiment une cible précise. Évidemment, une stratégie d'une telle ampleur, ça provoque d'intenses débats politiques. D'un côté, il y a ceux qui appellent à une solidarité sans la moindre faille. Par exemple, cette citation du groupe socialiste au Parlement français est très claire. Il faut un soutien total pour restaurer la souveraineté de l'Ukraine, parce que c'est un enjeu qui concerne toute l'Europe. Mais cette approche, elle soulève aussi des questions assez critiques. De l'autre côté de l'échiquier politique, on entend d'autres voix. Cette question posée par le groupe écologiste, elle met le doigt sur une inquiétude. Est-ce que cet effort de reconstruction va vraiment servir le peuple ukrainien, ou est-ce qu'il risque de devenir une sorte d'opportunité commerciale pour les grandes entreprises ? On voit bien toute la complexité du débat. Allez, on quitte le niveau stratégique des États pour passer à la deuxième onde de choc, celle qui touche les gens directement. C'est le front humanitaire, avec le travail des ONG qui sont en première ligne. Et quand on parle de leur engagement, il est total. On a parfois l'image des ONG dans des bureaux très loin, mais la réalité, c'est ça. 92% de leur personnel est sur le terrain, là où l'aide est une question de vie ou de mort. C'est un engagement massif au plus près des gens. L'impact de cet engagement est juste immense. Prenez ce chiffre, plus de 4,3 millions. C'est le nombre de personnes qui ont été aidées par une seule ONG, Solidarité Internationale, en une seule année. C'est ahurissant. Et au cœur de cet effort, on parle de choses fondamentales. Par exemple, près de 2,5 millions de personnes ont retrouvé un accès à l'eau potable et à des sanitaires corrects grâce à eux. C'est un bon rappel que l'aide humanitaire, c'est d'abord et avant tout s'occuper de ce qui est essentiel à la survie. Parce que voilà, derrière tous ces chiffres, il y a des visages, des familles. L'aide qu'on voit ici, ce n'est pas juste de la logistique. Pour des millions de gens qui ont tout perdu, c'est littéralement une boîte sauvetage. C'est ce qui leur permet de garder un minimum de stabilité et de dignité au milieu du chaos. Et on en arrive à la troisième onde. Une onde souvent invisible, mais absolument déterminante dans ce conflit. Parce que la guerre en Ukraine ne se joue pas que sur le terrain. Elle a provoqué une transformation radicale de tout notre paysage numérique mondial. Ce chiffre, il est frappant. Une augmentation de 48% des cyberattaques en seulement 6 mois. Ça veut dire une chose, le numérique, ce n'est plus un aspect secondaire de la guerre. C'est devenu un front à part entière en pleine escalade. Et ce nouveau front, il tourne autour d'un concept clé, la souveraineté des données. En gros, l'idée, c'est de savoir qui a le contrôle sur les informations numériques. Ce n'est plus une question technique, c'est devenu un enjeu stratégique majeur pour la sécurité d'un pays. Et ce qui est fascinant, c'est que les deux pays en guerre appliquent ce concept de manière totalement opposée. L'Ukraine, pour survivre, a choisi la mobilité. Elle a déplacé ses données gouvernementales sur des serveurs cloud à l'étranger pour les protéger des bombes. La Russie, à l'inverse, a renforcé la localisation. Tout doit rester à l'intérieur de ses frontières pour un contrôle maximal. Deux visions radicalement différentes de la souveraineté numérique. Et bien sûr, cette divergence a des conséquences pour tout le monde, et en particulier pour les entreprises mondiales. Elles se retrouvent coincées dans ce que les experts appellent un trilemme de conformité.
Imaginez, le RGPD en Europe vous interdit de sortir les données, le Cloud Act américain vous force à y donner accès où qu'elle soit, et la loi russe vous oblige à tout stocker localement. C'est un véritable casse-tête juridique. Bon, alors, comment on fait pour naviguer dans cette nouvelle réalité qui est si complexe? Ce qui est sûr, c'est que pour comprendre un conflit aujourd'hui, il faut une approche intégrée, qui prend en compte ces 3 ondes de choc en même temps: la stratégie nationale, l'humanitaire et le numérique. Et ça, c'est le point crucial. Nos anciens modèles sont devenus obsolètes. Les manières traditionnelles de gérer les risques informatiques, qui étaient pensées pour des pannes ou des erreurs humaines, ne sont absolument pas adaptées pour faire face à des menaces qui viennent d'un État en guerre. Il faut changer complètement d'approche. Cette nouvelle approche, on peut la structurer en 4 étapes. D'abord, évaluer, c'est-à-dire faire un audit de ces risques géopolitiques. Ensuite, concevoir des systèmes qui ne dépendent pas d'un seul pays. Puis, sécuriser ces données avec des outils qui prennent en compte ces menaces spécifiques. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, gouverner avec des équipes qui mélangent des compétences techniques, juridiques et géopolitiques. On termine avec cette question. Si un seul et unique conflit peut déstabiliser à ce point les économies, l'aide humanitaire et même l'Internet mondial, la vraie question n'est plus de savoir comment on gère cette crise-ci, mais plutôt comment est-ce qu'on se prépare pour la prochaine onde de choc.